Ressuscitants pour cette deuxième soirée de notre semaine ouverte au quartier. Donc à l'Espace Issant, on est très souvent sollicité par les associations et les habitants de la Villeneuve pour occuper cet espace. Comme ça n'est pas toujours facile pour nous de répondre à toutes les sollicitations parce qu'on a nous-mêmes un planning très chargé, là voilà, on inaugure cette première semaine où il se passe quelque chose tous les soirs et c'est vous, associations et habitants, qui êtes à la programmation de la soirée et de la semaine. Donc ce soir nous accueillons l'Université Populaire et vous avez tout le détail de la programmation ici sur ce qu'on vous a distribué à l'entrée de la salle. Voilà. Ainsi qu'une petite note pour nous présenter tout l'Espace Issant et vous donner quelques clés si vous voulez travailler. Si vous aussi vous avez un projet à nous proposer. Il n'y a pas de micro? On va essayer de parler très fort. Oui, parce qu'il a des écouteurs. Je vais faire mon mieux, mais nous, on n'a pas de micro. Une partie sera... Chérie devrait se mettre devant. Donc, bienvenue à cette soirée. Donc, l'objectif de cette soirée, c'est de vous restituer sous plusieurs formes une année de débat qui a eu lieu donc, autour de la question « Que reste-t-il du passé colonial ?» Donc, ça fait déjà un an qu'on a commencé à se poser cette question collectivement. Et vous êtes nombreux d'y avoir participé à un moment ou une autre et sous différentes formes. Comment faire? Donc on a décidé de le faire et d'expérimenter avec plusieurs formes. D'abord, en fait, tout ce qu'on a entendu, parfois ça provoquait des tensions, parfois aussi des rencontres, parfois juste ça nous a permis de découvrir d'autres choses de l'autre qu'on ne connaissait pas. Et on a entendu tellement de choses qui étaient énormément riches qu'on commence en fait sous la forme de récits. Il y a des bouts de récits qui ont émergé à différents moments et en fait on a collecté tous ces récits, on les a transcrits et en fait ce soir on les donne à plusieurs comédiens qui en fait vont plus ou moins les découvrir sur place et ils vont nous lire donc certains de ces récits. Ensuite, on continue avec une vidéo. Et dans cette vidéo, on a essayé d'expliquer d'où est venue l'idée. Parce que vu que vous êtes nombreux à être intervenus à un moment donné, l'idée c'était aussi de retracer le chemin qu'on a fait ensemble. Et donc on reprendra l'idée d'où il vient, par qui est-ce qu'elle est organisée, par qui est-ce qu'elle est portée institutionnellement. Et aussi quel est vraiment le lien qu'on a trouvé entre le passé et le présent, et aussi en fait vers où est-ce que ça nous projette. Tout au début du cycle, quelqu'un a dit en fait c'est intéressant de parler du passé, mais en fait ce qui m'intéresse c'est comment on peut aller vers un futur décolonial. Et donc dans la vidéo on essaye de vous montrer un peu des bouts de propositions qu'on a entendues ici par là, qui peuvent nous projeter dans une autre future. Et donc, on voulait aussi finir avec la question, ouais, on a entendu des choses dures, on a entendu des choses injustes, mais en fait, on a aussi parlé, même si ça n'a jamais été vraiment explicite, que cette histoire de colonisation a aussi été une histoire de rencontre et de brassage, et surtout au plan culturel. En fait, la culture, les langues, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Et donc la troisième partie de la soirée, ce sera donc une partie musicale où justement à travers la musique, on se nourrit de l'autre, on se nourrit des sons qu'on entend sur nos voyages. Et donc ce sera une musique qui est inspirée de toutes ces différentes cultures. Donc peut-être vous avez lu sur la plaquette une musique andalouse, judéo-arabe, vous allez entendre et ils vont nous expliquer ce brassage et cette rencontre, parce que c'est sur cette note-là qu'on voulait finir donc, le cycle d'un an de débat sur que reste-t-il du passé colonial. Alors, la scène se déroule sur un plateau de répétition. Elle réunit Ali, donc moi-même, metteur en scène, et quelques amis comédiens. Ils sont où? Là. Ah, ok, ils arrivent. Certains ils sont toujours en retard. Ok. Alors, ils savent faire
autour d'une grande table remplie de papier et de textes. Voilà, tant qu'ils s'installent. Donc ils sont très affairés. Ali, c'est quoi tous ces textes-là? C'est tous les propos qui ont été tenus dans ce cycle que reste-t-il du passé colonial. Et on est censé en faire quoi? Une courte présentation théâtrale. Ah oui, c'est intéressant comme challenge. Et c'est pour le mois de juin? Ah oui, c'est ça, pour le mois de juin. Tu veux dire juin 2019? Ah oui. Non, juin 2018. On est un petit peu... Un peu serré. En fait, vous savez, il s'agit de mettre en lumière, la lumière sur les rancœurs. Il faudrait juste les portables. Voilà, c'est le passé colonial qui nous appelle. Il faudrait mettre la lumière sur les rancœurs issus de l'épisode colonial, mais aussi les héritages de la colonisation dans les relations sociales, dans les rapports de la France avec ses anciennes colonies et les personnes issues de ces territoires au niveau collectif et social. Et tu peux traduire? En fait, il s'agit de comprendre le passé colonial pour préparer un avenir vraiment décolonisé. C'est-à-dire sortir du rapport colonial. Vous avez mieux compris? Ouais, c'est fastoche en fait. Alors, en fait, il suffit de lire tous ces textes et d'en retenir les plus signifiants, les plus pertinents, les plus intéressants, les plus émouvants. Il faut vraiment qu'on trouve une méthode, sinon on est foutu. On pourrait faire un large tri, par exemple. Il y a des choses qui racontent la guerre d'Algérie avec des souvenirs plutôt musclés. Oui, mais peut-être, avant la guerre d'Algérie, peut-être qu'on devrait parler de la mémoire de la colonisation. Ah, là j'ai quelque chose. Tiens, par exemple, celui-là. Il s'appelle... Attention, on respecte l'anonymat systématique. D'accord. J'y vais. Son auteur avait 70 ans. Il est prof à la retraite. On va l'appeler Hamid. Ok, d'accord. Hamid. Voilà. Moi, je n'ai pas vécu la colonisation en tant qu'individu. J'ai perdu beaucoup de parents, certes. Mais j'ai été à l'école. J'ai mangé à ma faim. J'avais les chaussures l'hiver. Alors, pour beaucoup de mes camarades, ce n'était pas le cas. Alors, c'était aussi une histoire d'appartenance à des classes sociales. Ouais. Alors là, c'est une femme qui parle. Elle a sensiblement le même âge. On peut l'appeler Marie-Paul. D'accord? On fait ça? Marie-Paul. Donc Marie-Paul, elle dit « Je suis née en Algérie il y a longtemps. Au fil des années, j'ai appris que l'Algérie n'était pas la France comme je le croyais, mais un pays colonisé par la France et que tout le monde n'avait pas les mêmes droits. J'étais très sensibilisée à cette question des droits car mon père, ancien combattant de 14-18 aux côtés d'Africains, était indigné que ses compagnons d'armes ne soient pas considérés comme français à part entière. À cette occasion, je découvrais que j'étais dans le camp des colonisateurs et que les colonisés aspiraient à se libérer par une double révolte contre le colonisateur et contre le mécréant. Mais comme nous étions très pauvres, je ne comprenais pas qu'on puisse nous considérer comme colonisateurs ou colons. Voilà ce qu'elle dit. Mais elle dit aussi des choses plutôt fortes sur la guerre d'Algérie. Attends, tu sais quoi, tu gardes ça sous le coude. Oui. On continue. Et sur la colonisation, vous avez des choses sur la colonisation? Moi j'ai cet homme-là, un homme plus jeune. Il est né en Algérie. On va l'appeler Mohamed, 55 ans. Moi, je suis de la génération avant la guerre. J'étais en Algérie jusqu'en 1980 et je suis venu ici ensuite. Les discours sur la colonisation ont été des discours dans lesquels on vivait quotidiennement. On était vraiment baigné là-dedans, mais on n'y pensait pas. Moi, personnellement, tous ces problèmes de la colonisation, ça me passait au-dessus de la tête. Pourtant, j'avais un père qui avait été torturé et condamné à mort. Mais il ne nous a
jamais parlé de ça. Ce n'est que maintenant qu'il en parle. Il ne parlait pas de ça, et pourtant il était au FNL, il faisait des trucs... On était des gosses, donc on entendait à la télé, mais nous, ça ne nous dérangeait pas. Nous, on était attirés par la musique française ou anglo-saxonne. En fait, on était des gamins et chacun avait un style de musique. Nous, on était Ferrat, Brel, Beatles, etc. Moi, jeune, je n'ai jamais réfléchi à ça. Même si on me posait des questions, on se disait « Ah, on ne va pas continuer encore à parler de la guerre, des martyrs et tout ça. Ils sont morts et donc voilà. » L'histoire d'octobre 1961, je l'ai apprise ici, en arrivant en France. Ah oui, le 17 octobre 1961, ce jour-là, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre. Des dizaines d'Algériens, peut-être entre 150 et 200, sont exécutés. Certains corps sont retrouvés dans la Seine. Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la guerre d'Algérie sera complètement occultée. Là j'ai le témoignage de Jean-Pierre Pied-Noir de Tunisie. Il a 77 ans. Il vient d'une famille, tenez-vous bien, italo-sicilienne marocaine qui s'est installée en Tunisie au début du XVIIIe siècle. Donc il n'a aucune attache avec la France. Et d'ailleurs, dit-il, je me suis considéré en 1956 comme tunisien. C'est vrai qu'on s'opposait aux colons, à l'armée française, et en même temps, mes copains étaient anti-arabes. Et c'était normal, c'était comme ça, on était élevés comme ça, ça le juif, ça l'arabe, ça le... Enfin, bon, quoi. Mais par contre, on défendait l'équipe de foot. Et là, on était tous unis. Dans les sports, c'était ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des conditions où on s'unissait contre cet aspect. Mon premier souvenir d'enfance, en 1948, c'était les massacres de Sfax. Les travailleurs tunisiens s'étaient mis en grève. Ce n'étaient pas des mouvements nationalistes à l'époque. Les travailleurs européens avaient le droit d'avoir le SMIC qui avait été exporté en Tunisie, et pas les Tunisiens. Et il y a eu une grève générale, des milliers de manifestants et une centaine de tués. Il y avait des chars, hein, et tout le reste. J'avais 8 ans. Et on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas. C'était ça la réalité. Les colons, on ne les voyait pas. À l'école, il y avait les fils des fonctionnaires, les fils de militaires, les fils d'ouvriers, les petits Tunisiens, les petits Juifs, les petits Européens, comme on disait. Mais les fils de colons, eux, ils étaient en pension en France ou alors au lycée à Tunis, chez les pères blancs. On ne les fréquentait pas. Et en Algérie, c'était pareil. Notre ami, du début précise, hein. Je suis arabe. Oui. Je suis arabe. Je garde toujours ce mot car je considère comme très important pour mon identité personnelle. Tout simplement parce qu'on nous appelait les Arabes. Oui, les Arabes. Alors j'ai revendiqué, comme on disait, nègre, la négritude. J'ai eu la chance d'être bilingue. Eh oui. J'étais dans un lycée franco-musulman. Et à l'époque, c'était un privilège. Nous apprenions Voltaire, Rousseau, tout ça. Il y avait la littérature arabe, la grammaire arabe, quoi, la syntaxe. Moi, quand je prends aujourd'hui un livre en arabe, je me sens bien. Oui, je me sens bien. Mon patrimoine français, j'en suis fier. Je me souviens d'un sentiment qui m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé à être dans ma peau, dans ma chair. C'est d'aller à l'école française. On écrivait le matin de gauche à droite, et le soir, on allait à l'école arabe et on écrivait de droite à gauche. C'est beau. Et peut-être inconsciemment, oui, je dis inconsciemment, je me disais, tiens, mais ta langue que tu parles, elle s'écrit aussi, comme le français. Et là c'est un jeune africain du Cameroun qui s'exprime.
Je crois que la colonisation a beaucoup contribué à ce que j'aime appeler une dictature de la pensée. Elle a fait croire au monde qu'il y a un centre où se pense l'universel. Et ce centre-là, soit c'est le vieux continent, ou alors c'est la France. Et comment on sort de cette dictature de la pensée? Comment on peut sortir de l'idée qu'il y aurait un seul modèle? Je dois pouvoir produire ma pensée et elle participera à cet universel. L'universel, c'est pas un centre, mais plusieurs centres. Les gens peuvent produire de la pensée, chacun a sa part dans cet universel. Vous savez qu'il y a une polémique à propos de Victor Hugo lors d'un échange fort intéressant, où notamment il aurait dit, il n'a pas toujours été beau, hein, Victor Hugo, si je puis dire. C'est-à-dire que selon cet intervenant, il aurait dit que l'humain le plus et le mieux achevé était l'homme occidental. Ah bon? Ouais. Alors, il pense des autres hommes, ça, Victor Hugo? Alors oui, et des autres hommes, il dit, ils étaient dans une posture d'esclaves et incapables de penser. Moi qui ai toujours aimé Victor Hugo. Ouais. Pourtant, je l'aime toujours. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était pour la colonisation. Hein. Les Lumières, c'est l'Europe va civiliser ses sauvages. C'est vrai, hein, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est pareil à l'intérieur des frontières françaises. Un seul modèle culturel. Écoutez ce que dit ce Jean-Pierre, comme par hasard, 70 ans d'origine bretonne. Ça me dit quelque chose. Hein? Je suis très sensible aux propos sur l'universalité parce que ça rejoint d'autres combats sur la question de la culture en France et des politiques culturelles et de la diversité culturelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une seule culture dans laquelle il faut à tout prix que le peuple rentre. Et du coup, dit-il, Jean-Pierre, je comprends mieux cette frustration de mon père qui est né en Bretagne, à Carhaix en 1912, et qui a été élevé par sa grand-mère qui ne parlait pas un mot de français. Quand il est arrivé à l'école, on lui a dit « La langue de ta grand-mère, terminée, tu la rentres et maintenant tu parles français. » Et en plus, on le punissait quand il parlait sa langue maternelle. Je crois que toute sa vie, il a eu cette frustration énorme qui l'a fait être un anticolonialiste profond, victime lui-même de cette discrimination par la langue. Et il ne faut pas oublier que la France hexagonale, s'est construite au nom de l'universalité en niant sa propre diversité. Tu sais quoi, ça me fait penser vraiment à l'alsacien. Parce que moi j'ai grandi en Alsace, là-bas il était interdit de parler alsacien. Il fallait parler français. Mais en Corse, pareil. Les Basques. Les Basques. Oui, oui. Alors moi j'ai une Anne. Anne qui a épousé un Africain. Ok, C'est vas-y. Dit, moi, ce qui me frappe le plus dans ce qu'a laissé la colonisation en Afrique, c'est qu'elle a détruit les cultures ancestrales. C'est cette acculturation qu'on leur a apportée. Ils ne connaissent pas leur propre histoire. En Afrique centrale, on n'apprend pas du tout l'histoire du Congo avec un K, qui englobait une partie du Gabon, une grande partie du Zaïre, le Congo français, l'Angola. Enfin, vraiment, c'était un énorme empire. Et je pense que cette acculturation est grave. Elle a détruit des codes familiaux. Ils ont été remplacés par des codes français. Et je pense que ça a distendu beaucoup de liens dans les familles. Ça a créé des tensions entre les différentes ethnies. Enfin, ça a créé des tensions que peut-être sans la colonisation, on n'aurait pas eu. Elle dit, je vais reprendre un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Pour pouvoir fleurir ses branches, il faut nourrir ses racines ». C'est-à-dire que quand on ne connaît pas sa propre histoire, et surtout lorsqu'ensuite on émigre dans un pays comme la France, on ne sait plus très bien qui l'on est, et ça a une influence négative sur la vie des gens d'ici. J'ai le témoignage de Pierre, un ancien coopérant technique, un architecte et urbaniste. Ouais, en fait, c'était des volontaires du service national actif, bien après 62, bien après l'indépendance. Et il a été amené à travailler en Algérie sur un projet d'hôpital. Je me souviens très bien. Et écoutez bien ce qu'il dit. Moi, je me placerai plutôt sur le plan économique. Je pense que parmi les séquelles de la colonisation,
il y a des séquelles économiques qui font que pendant la colonisation, sur le plan économique, le rôle d'un pays comme la France a été de pomper les ressources des pays dans lesquels elle était implantée. Et c'était le cas de l'Algérie, avec notamment son pétrole. Et cela avait pour conséquence l'exploitation de ces ressources et leur exportation en France, par exemple, et les gens sur place, eux, n'en profitaient pas. Ils vivaient une certaine misère économique qui les poussait à l'exil. Et pour moi, l'exil est une conséquence de cette exploitation des ressources dans les pays dits sous-développés. Donc c'est une conséquence aujourd'hui de la colonisation. Ah oui. Alors là, on était dans le vécu de la colonisation. Et puis, il y a eu la guerre d'Algérie. La guerre de libération, dont curieusement, de nombreux témoins disent qu'ils n'ont pas pu en parler. Et malgré ça, longtemps après, Mohamed parle. Franchement, on s'en fichait de ça. La colonisation, on se rendait compte qu'on en parlait. Mais on vivait en fait. Moi, jeune, je n'ai jamais réfléchi à ça. Même si on se posait des questions. Mais on vivait de ça, on rigolait, on acquiesçait. Quand il y avait le pouvoir, mais nous, on n'avait rien à cirer. On se disait, on ne va pas encore continuer à parler de la guerre, des martyrs, et tout le tralala. Ils sont morts, et voilà. Je rajoute ce que Jean-Pierre, le pied noir de tout à l'heure, disait, là, le Tunisien, disait, ce sont des événements que j'ai oubliés complètement. J'avais complètement enterré ça. À un moment donné, mes petits-enfants me disaient, Pierrot, qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre d'Algérie? Moi, je n'avais pas envie d'en parler. Vous avez des raisons, en effet, de ne pas vouloir ni pouvoir en parler. Les engagements des uns et des autres ont laissé inévitablement des traces terribles dans les parcours de vie, dans la jeunesse de chacun. Témoin, le récit que nous a livré Jean-Pierre, tunisien. À toi, Victor, continue. Moi, en théorie, je voulais me planquer. En 1958, j'avais échoué à mon bac et je me suis trouvé mobilisé. Je me suis dit, ne fais pas le con. Tu as 25 mois à tirer, à faire, et tu les fais tranquillement, et après, tu retrouveras la vie civile. Bon, là, c'est pas ce qui s'est passé. C'était en décembre 1958, après le 13 mai 1958. Oui, c'est le putsch d'Alger. Vous savez, il y avait un coup d'État le 13 mai 58. Il permettra le retour aux affaires du général de Gaulle, et c'est le début de la Ve République. Donc, après ce coup d'État, tous les soirs à l'armée, on nous bassinait avec des films de propagande. Il fallait se lever et crier « Algérie française! Algérie française !» On était 3 à s'y opposer. On est resté assis et on a refusé de gueuler « Algérie française ». J'avais 18 ans. J'étais un peu jeune et pas très conscient de ce que je faisais, et on s'est retrouvé immédiatement en opération en Algérie. Et c'est là que j'ai découvert l'horreur de la guerre. On nous avait mis en opération. On nous traitait de tous les noms. Quand il fallait arriver dans les douars, c'était terrible. Les douars, c'est... Oui, c'est plein de petits villages comme ça dans les montagnes, un peu reculés. C'était terrible. À l'époque, c'est ce qu'on appelait le ratissage. Il fallait séparer les hommes des femmes. Vous imaginez ce qu'il se passait après? Je refusais. Je ne pouvais pas supporter ça. On me traitait de pédé, de tous les noms. Et là, pour nous dresser, le capitaine a dit « Tu vois, c'est facile. Ces 3 prisonniers, tu les emmènes là-bas dans le bois et tu me ramènes les oreilles. » J'avais 18 ans. Je ne pouvais pas les tuer. Ça n'était pas possible. Encore moins leur couper les oreilles. Donc, je suis parti avec eux et je leur ai dit « Moi, je n'ai pas envie de vous tuer. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un fusil, vous le voulez? » Ben, ils m'ont emmené dans le maquis. J'ai fait quelques mois là-bas et j'ai compris que je ne serais jamais maquisard. 18 ans. Je ne sais pas si à 18 ans, ce qu'on aurait fait. C'est ce que j'aurais fait. La guerre, c'est jamais... Ouais. moi, je voudrais vous donner la parole
de Marie-Paul encore, notre pied noir pauvre. Elle dit qu'avant juin 1962, j'avais traversé l'enfance dans l'ignorance de la situation politique de ce pays. C'était mon pays. 3 départements français. Que mes ancêtres soient gaulois ne me gênait pas. Je savais déjà que mes grands-parents étaient andalous. J'aimais l'idée de ce métissage. Ce que je dirais de la ville colorée, odorante, brillante où je suis née est d'une grande banalité. La couleur du ciel, l'odeur des orangers et des genêts, tout cela est enfoui, rangé dans les souvenirs avec la peur et la colère. Tout a basculé après la révolte sanglante du 1er novembre 1954. J'étais très jeune et mes parents m'ont caché le détail de ce soulèvement, mais j'ai compris que quelque chose de violent avait commencé qui signifiait la fin de l'enfance et le début d'une autre histoire. Les années suivantes, les récits d'attentats, d'embuscades, de répression, de violences et de massacres l'ont confirmé. Je pensais que ces événements étaient le fait de terroristes opérant par surprise, en déposant des bombes, attaquant les fermes de leurs voisins ou les voyageurs sur les routes, comme dans les westerns, mais en plus cruel. Plus tard, j'ai su que les terroristes étaient des révolutionnaires, qu'ils avaient une armée avec des cadres, son organisation, ses soutiens. Ah oui. C'est sûr que bien plus tard, il est certain que les traces restent encore très fortes. Tiens, Kaina, est-ce que tu peux nous lire le texte de Hilal que je t'ai donné tout à l'heure, le texte de Hilal qui a 20 ans? Oui. Alors, elle dit, je suis née en Algérie et je suis venue à 3 ans. J'ai un grand-oncle qui a fait la guerre d'Indochine et mes grands-parents ont fait la guerre d'Algérie. Ils ont été condamnés à mort. Ils étaient en prison jusqu'à la libération. C'est très ancré dans la famille, c'est une fierté. Mon grand-père paternel est mort peu de temps après, mais mon grand-père maternel, lui, est toujours en vie. Et puis, à chaque fois qu'on le voit, il raconte toujours la même histoire. Et on l'adore toujours. Ça fait partie, c'est des moments magiques et on en est fiers. Ça fait partie de mon identité. Je pensais pas avoir besoin d'écouter l'autre côté, quoi. Je me disais, c'est clair, il y a eu des colonisateurs, il y a eu les Algériens qui étaient victimes, c'est aussi simple que ça. Mais je ne me sens pas victime, mais plutôt super fière. Et puis j'ai appris à me calmer un peu, à faire la part des choses, et me dire qu'il n'y a pas qu'une vision des choses, chacun son héros, et qu'on peut tous avoir raison. Le camp adverse, ce qu'il faut dire, c'est que le camp adverse, il est aussi à l'intérieur de son propre camp. En fait, pour ma copine, je l'ai su vraiment par hasard. J'ai dit, imagine que ton grand-père soit un harpier. Je ne savais pas qu'il l'était. Mais il l'était, c'était le cas. Et pourtant, c'est une amie très proche. Hein. Et mon père connaissait un peu la famille. J'ai vu qu'elle n'était pas bien et en rentrant, j'ai demandé à mon père. Et il dit si son grand-père, c'était... Mais on n'en parle pas. C'est quelqu'un de bien. Alors, est-ce qu'il faut en parler? Faut-il en parler ou pas? Je sais pas, répondit Dame. Elle dit, en tout cas, notre génération à nous, les enfants des enfants, ça ne devrait pas être quelque chose qui change notre quotidien. Peut-être que ça a un impact, hein, mais je pense pas que ça ait un grand rôle dans la vie de toujours. Disons que c'est un sujet dont il est inconfortable de parler, mais est-ce que ça aura fait des bienfaits d'en parler? Je sais pas, parce qu'au final on en est loin. Moi je l'amène parce que je suis fière, c'est une fierté, mais si je n'en étais pas fière, je pourrais tout à fait me mettre de côté, parce que je n'ai pas un lien direct avec ça, quoi, on va dire. Oui, mais c'est vieux. C'est vieux. Ouais, c'est vieux. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à un certain moment, il a fallu partir, tout quitter pour un ailleurs peu probable. C'est ce que nous raconte
Marie-Paul, notre pied noir pauvre. Tu peux lire ça, Emma? Oui, c'est intéressant. Pas que les autres paroles ne soient pas intéressantes. Hein. Voilà ce que dit Marie-Paul. Donc, en juin 1962, j'ai contribué avec 1 million de personnes à la décolonisation française de ce pays en le quittant. L'accueil qui nous a été réservé à l'arrivée en métropole a été spécial à Marseille. Au port, sur une banderole déployée par la section CGT des dockers, était écrit « Pieds noirs, capitalistes et racistes, à la mer ». Quant au maire Gaston Defferre, il aurait dit à notre intention qu'ils aillent se réadapter ailleurs. J'ai suivi ses conseils et je me suis réadaptée, assimilée, intégrée ailleurs, en France. Ce pays est accueillant quand on fait quelques efforts, dit-elle. C'est vrai. Alors, bon, voilà maintenant dans la pile de témoignages que nous avons recueillis sur le passé colonial, avec beaucoup de temps d'apprentissage des faits, de réunions sur la guerre d'Algérie. Mais on peut se poser la question avec Kenja, ce Martiniquais, qui dit « Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est la même. Nous, Antillais, sommes-nous Français à part entière ou entièrement à part ?» Et il nous explique ce qu'est le préjugé de couleur. C'est-à-dire qu'entre le plus blanc et le plus noir, un grand commentateur du 19e siècle des Antilles a trouvé 17 races. 17 races donc entre le blanc et le noir. Moi, sincèrement, dit-il, je suis tombé bien. J'ai eu la peau sauvée. Je suis le plus clair des noirs. Et donc, je suis un chabin, l'élite des métis. On les appelle chez nous les mulâtres. Mulâtre, ça vient de mulet. Vous aurez compris que dans cet héritage de la colonisation qui ne passe pas, l'animalisation et le zoo humain seront permanents. Il y avait un mulâtre célèbre. Hein. Oui. C'était pas un animal, hein, c'était Alexandre Dumas quand même. Pas n'importe qui. Hein. Et il reste alors la question de l'époque, de maintenant. Et c'est Mohamed, là, né en Algérie, celui de tout à l'heure, dans les années 80, vous vous souvenez. Aujourd'hui, ce que j'entends, tout ce qui est autour de la colonisation, en tout cas, c'est ici que je l'entends. Tout ce montage, moi, je l'ai vécu ici. Ma génération ne l'a pas vécu là-bas. Mais les nouvelles générations aujourd'hui, on les matraque sur ça, sur la révolution, etc., etc. Après, moi, je me suis intéressé à cette question, non pas parce que je voulais savoir, mais parce que je rencontrais des gens, des amis, des collègues, pieds noirs au départ, et d'autres qui me parlaient de la colonisation. Mais ce n'est pas l'histoire qui m'intéressait, mais le récit de ces gens-là. Je voulais comprendre, savoir comment ils ont vécu, quel rapport ils avaient avec leur passé, etc. C'est ça qui m'intéressait. Les êtres humains. Ce qui m'intéresse sur la colonisation, c'est d'aller au-delà de l'histoire, mais d'aller chercher un peu le vécu des uns et des autres pendant cette période-là. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, sincèrement, personnellement, je me souviens de mon père. Jamais mon père nous a parlé de la haine qu'il avait par rapport à la France. Mais vraiment, jamais. Voilà, ça c'était du passé, c'était le fait historique, mais personnellement, on n'a jamais été élevé dans la haine du français. Bah, c'est exactement ce que dit cette Algérienne qui raconte qu'elle a 4 oncles qui ont fait la guerre avec le FLN et ils ne lui ont jamais dit qu'ils détestaient la France. Mais c'était la guerre. La guerre pour récupérer les terres. Maintenant c'est fait, et il y a eu des morts des deux côtés, alors c'est fini. Ça fait presque 40 ans et on répète toujours la même histoire. Et on reste toujours dans le même poids. C'est comme si on tournait en rond. Pourtant, cette femme algérienne subit la haine tous les jours dans ce village de la région grenobloise où elle s'est installée comme couturière. Elle raconte ce qu'elle a vécu chez une dame chez qui elle a travaillé 3 mois. Donc elle raconte donc, elle dit que cette femme, la couturière, lui dit « Je sais ce qu'ils ont fait à mes enfants. Je vous déteste tous.
pas accueillir tout le monde. Je l'ai regardée, c'était une personne âgée, je ne pouvais pas la juger. Mais ça m'a choquée, je me suis dit, comment une femme civilisée peut penser comme ça? Ce n'est pas possible. Ma grand-mère nous disait aussi, si vous allez toujours dans le chagrin et le passé, vous n'allez pas vivre. On ne vit pas pour faire la guerre, on vit pour la paix. Quand la dame me disait, vous allez nous coloniser comme ça, si vous venez tous là. Je disais, mais madame, on ne colonise pas des terres, on colonise des cœurs. On dirait du Saint-Exupéry. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le Petit Prince. Moi, j'aimerais redonner la parole au Jean-Pierre, le déserteur de tout à l'heure, qui évoque le fait que l'obligation faite dans le cadre universitaire de parler de son passé lui a permis de discuter avec ses enfants, mais aussi avec de nombreux étudiants algériens qui demandent de parler de leur histoire. On ne la connaît pas, disent-ils. On nous raconte des contes de fées. Et Jean-Pierre de conclure avec cette belle leçon de Karl Marx, comme pour ouvrir la discussion, un peuple qui exploite un autre peuple n'est pas un peuple libre. On peut méditer. Voilà, c'est une phrase à méditer. Ouais. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une proposition qui va dans ce sens-là? Si, moi j'ai la parole de Nadia qui dit, et puis il se passe 2005. Et là, 2005, ça se politise et c'est là où on commence à voir dans les quartiers une question qui est posée par les militants et où on parle de gestion coloniale des quartiers. Moi, j'ai toujours bien grandi dans mes baskets. Je suis un patchwork. J'ai toujours cru que j'étais citoyenne jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'on m'avait chapardé ma citoyenneté juste parce que je portais un foulard. La question de la colonisation se pose à travers les rapports de domination, la question de discrimination. Aujourd'hui, j'ai des questions. Je n'ai pas envie d'être manipulée par des gens qui veulent mettre absolument tout sur le dos de la colonisation. Et je n'ai pas non plus envie d'être manipulée par des gens qui sont dans le déni absolu d'une histoire qui ne s'est pas racontée. Ça me fait penser à ce que dit Ilan, la jeune fille de mon âge. Là. Elle dit c'est plus dur en ce moment en France parce que je me sens. Enfin. Je ne vois pas un avenir. En fait, j'aurais bien voulu être prof, mais je ne peux pas ici si je n'enlève pas mon voile et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. J'aime beaucoup l'Angleterre, donc j'aimerais bien aller m'installer en Angleterre, mais j'ai des grands moments de solitude, de dire que je ne peux pas envisager de rester ici avec... Enfin, déjà, ma mère et mon père ont quitté ma patrie. On n'a pas du tout de famille ici. Donc, ils ont quitté leur famille pour venir ici. Si je dois encore les quitter, c'est lourd, quoi. Je ne veux pas que mes parents grandissent avec un mal-être. J'ai envie qu'ils soient complètement acceptés. Moi, ça va. J'ai relevé la tête, on va dire. J'avais beaucoup d'endroits où m'exprimer. J'ai réussi à être en paix avec tous ces problèmes. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'enfants, plein de jeunes de mon âge qui ont vraiment un mal-être avec par rapport à ce qu'ils sont. Comme je disais, choisir qui on est, c'est quelque chose qui est important et tout le monde n'a pas cette chance. Bon, alors comment on fait? Partir, rester, c'est cette fameuse phrase aussi, c'est à nouveau la valise ou le cercueil? Nadia dit que non. Nadia dit que non. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une image dans la tête, celle d'un trait en pointillé. Et j'ai envie aujourd'hui qu'on remplisse les blancs entre ces traits-là. Il faut aussi se poser la question, et là je suis dans le nous. Pourquoi nous ne sommes pas dans les espaces de discussion? Pourquoi on n'y va pas? Parce que la responsabilité est partagée. Il faut accepter le débat, accepter d'être en conflit et refuser l'assignation. Il faut qu'on ait le cran d'y aller. Parce qu'il faut avouer que ce n'est pas toujours facile. Moi, c'est toute cette histoire en pointillé que je voudrais retracer pour qu'il ne reste pas grand-chose à remplir.
Mais je trouve qu'il ne faut pas que le débat soit accaparé par d'autres, mais qu'il y ait plus d'espace de discussion et de points de vue qui se partagent. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est une belle image, celle du Pointillé, à remplir de la parole des silencieux. Puis la responsabilité partagée aussi. Je trouve que c'est Moi, sincèrement, ça me fait penser à cette réflexion sur les quartiers populaires, comme des personnes traitées à part, avec cette question lancinante et sans réponse. Pourquoi faut-il mettre en place une politique spécifique pour des populations qui sont françaises? Il s'agit de personnes qui ont été éduquées à l'école de la République, des gens qui se sentent citoyens de ce pays, qui aiment ce pays, sauf qu'à un certain moment, c'est comme si on parlait des enfants illégitimes. Vous avez des parents, mais qui refusent de vous reconnaître, ou en tout cas, qui posent de telles conditions de reconnaissance que ces conditions-là sont insurmontables. Je vous laisse méditer là-dessus. Bon, allez, peut-être une dernière intervention pour terminer. Oui, moi j'ai une intervention sur l'identité, plutôt intéressante. Choisir qui on est apparemment, c'est pas simple pour les enfants de Anne, celle de la parabole de l'arbre des racines et des feuilles opulentes. Vous voyez Très bien. Donc, elle dit « Mon fils à l'école a été rejeté par les Blancs parce qu'il n'était pas blanc. » Ouais, j'existe. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas sénégalais et donc pas musulman, il s'est fait aussi rejeter par cette communauté parce qu'il n'était pas musulman. Un couple mixte n'est pas toujours facile, souvent à cause du regard des autres, mais c'est d'une telle richesse. On a pu transmettre tellement de choses différentes à nos enfants qui sont aujourd'hui africains, français, donc mariés avec la moitié de la planète. Et parce qu'ils savent qui ils sont, avec des racines de partout. Et je pense que c'est vraiment ce proverbe que j'aime tant. Pour pouvoir fleurir les branches, il faut nourrir ses racines. Je crois aussi que beaucoup d'enfants qui sont dans ce quartier sont acculturés dans leur propre culture et ne savent plus qui ils sont. Ils ne sont pas français parce que nous les rejetons. Mais ils ne sont pas tout à fait maghrébins, turcs, etc. Parce qu'ils vivent dans une société française qui leur impose des comportements qu'on nous a appris dans notre enfance. Ouais. Finalement, là, toutes ces personnes qu'on vient d'entendre nous cernent, nous encerclent un peu. Je veux dire que c'est un peu nous, c'est nos parents, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos cousins. Voilà. Certainement. Plus tard, il faudra prendre le temps de les nommer. Ouais. Pas facile. Non. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être pour éviter les clichés. Il risque de s'appeler forcément Mohamed. Hein? Elle s'appelle forcément Marie, etc. Bah, ton prénom, Ali, ça te nomme, ça raconte ton histoire, non? Enfin, c'est pas tout à fait sûr quand même. C'est pas à moi, non. Mais oui. Qu'on le veuille ou non, ça dit plus ou moins tes origines, d'où tu viens, éventuellement ce que tu as vécu. En tout cas, quelle est ta famille, ton histoire, ton antériorité, ça nourrit l'imaginaire de certains et cela te positionne quand même. Oui. Mon adresse postale aussi, mon âme. Oui. Si j'habite à Genève, ça craint. Et à Nistra, c'est l'horreur. Et à Vivier et à Coran, hein, ça dit quoi? Ça dit autre chose. Enfin, c'est quand même un peu stupide de classer uniquement les gens sur des noms ou des adresses. Bien Ouais, sûr. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les mots donnent de nous une image, même au-delà des noms. Par exemple, moi, comme chacun le voit, hein, je suis noir. Ça se voit. Oui, ça se voit. Mais je ne suis pas que noir. J'ai un devenir autre. Il y a plusieurs images possibles de ce que je suis. Ce n'est pas très sérieux de n'utiliser que ce mot noir pour désigner ce que je suis. Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, vous avez vu, là, ces derniers temps, on les voit à la télé partout, sur ce manifeste des comédiennes. Mon métier n'est pas noir. C'est pareil avec le mot musulman. On nomme, mais jamais on tient compte des croyances, du rapport de chacun au spirituel. Du coup, on efface le fait que ces personnes ont des origines multiples ou des places très différentes dans la société.
Ils peuvent être bourgeois, prolétaires, chômeurs, précaires, artistes, fonctionnaires. C'est toute cette diversité qu'on efface en donnant un seul nom. J'en reviens sur ce que je disais à l'instant sur les identités. C'était quand même un débat toxique, souvenez-vous, Sarkozy. Non, je me méfie de cette idée. Ouais, mais pourtant, il faut bien se reconnaître dans une identité. Dire je suis cela, je viens de là, j'existe et je me nomme. Oui, bien sûr, mais attention au contexte du moment, avec le retour en force du nationalisme, du cléricalisme, de la xénophobie. Les identitaires aujourd'hui, c'est quand même l'extrême droite. Et les républicains aussi. Oui, ouais. Bon, alors il y a aussi dans les textes cette très belle phrase d'un... je ne sais plus qui est-ce qui dit cela. Il dit « Mais je crois que les différences font fondamentalement peur et font qu'on rejette et qu'on refuse de regarder l'autre et l'accepter pour ce qu'il est et de s'enrichir de sa propre culture. » Ça pourrait être le mot de la fin, non? Provisoirement. C'est la fin. Merci. De texte fait par Alain Manac, avec l'accompagnement de notre cher ami Abou Bakr, Emmanuel Amiel, qui est une copine comédienne, Victor Massili, qui est aussi un ancien de la Villeneuve. Et je tiens à remercier Kaïna, qui est sortie de l'école tout à l'heure. Elle a 14 ans, elle est au collège, au village olympique, et qui a bien voulu nous lire ce petit texte. Donc, Kaïna.